Ce matin, nous sommes avec Jean-Marie Fautsing. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités, coordinateur scientifique du projet FALA. On va y revenir, on va le présenter dans le détail. Le mois dernier, c'était le mois FALA en Nouvelle-Calédonie avec un certain nombre d'événements. Qu'est-ce que ce projet concrètement? On parle d'agriculture familiale dans la région, c'est bien ça? Oui, on parle le projet FALA, c'est l'agriculture familiale, l'alimentation et la santé pour le bien-être des populations, mais aussi le bien-être de l'environnement. On connaît bien les effets néfastes de la très grande agriculture sur l'environnement et nous sommes en milieu insulaire, donc le projet porte plutôt sur la petite agriculture, pour ne pas dire l'agriculture familiale. Donc c'est un projet qui a commencé en 2020, c'est bien ça? Oui, le projet a été donc lauréat sur la série des programmes européens H2020 de 2019. Il devait commencer en avril 2020 et la situation sanitaire n'a pas permis de démarrer le projet. Ça veut dire que c'est l'Europe qui finance toutes les recherches aujourd'hui? C'est l'Europe qui finance les recherches sur des programmes hautement sélectifs. Donc il y a une compétition et à l'issue de la compétition, les projets sont évalués. Notre projet FALA a obtenu un score de 91,8%, ce qui lui a valu un budget de 153 millions de francs CFP. Donc ces financements permettent essentiellement la mobilité des chercheurs, aussi bien entre l'Europe et les pays tiers. Et parmi les pays tiers, nous avons deux catégories. C'est d'ailleurs la particularité de la Nouvelle-Calédonie. Nous avons les pays tiers qui sont bénéficiaires, la Nouvelle-Calédonie, le Vanuatu, Fidji, Salomon, mais également l'Australie, qui vient avec un potentiel de chercheurs énorme, mais qui ne bénéficie pas de financement. Donc le projet FALA, finalement, ce sont des chercheurs de la région qui se retrouvent sur une même question et sur des mêmes problématiques? Pas seulement les chercheurs de la région, ce sont des chercheurs qui viennent d'Europe. Nous avons des partenaires en Allemagne, en Autriche et en France naturellement. L'Institut de recherche pour le développement, le CNRS, le Centre national de recherche scientifique, l'Université de Toulouse sont les partenaires français. Au niveau calédonien, nous avons l'Institut de recherche pour le développement, nous avons l'IAC, nous avons également la CPS qui est représentée avec sa double dimension à la fois locale et internationale. Et puis les pays tiers, au Vanuatu, nous avons deux équipes, le ministère de l'Éducation et de la Formation. Nous avons également le Centre technique de recherche agronomique du Vanuatu. Nous avons University of South Pacific à Fidji et donc et nous avons la Salomon National University des îles Salomon. Donc les chercheurs se déplacent entre le nord et le sud pour croiser leurs expériences, mais en développant leurs expériences et le questionnement scientifique sur les territoires insulaires du Pacifique. Alors quand on parle d'agriculture familiale, finalement, il y a plein de thèmes qui sont traités. Vous évoquiez la santé tout à l'heure, mais ce n'est pas tout. Eh oui, l'agriculture familiale, d'abord, je profite de l'antenne pour préciser que 2014 a été l'année de l'agriculture familiale et la décennie 2019-2028, c'est la décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale. C'est dire son importance sur la vie des populations. Et quand on parle d'agriculture familiale, elle comprend aussi la pêche, le ramassage des ressources, avec comme trait essentiel la proximité et une main-d'œuvre relativement limitée à la famille. C'est-à-dire on revient aux premières relations qui nous ont ancrés dans notre environnement et à la nature. Pour vous, c'est vers cela que le modèle agricole doit tendre? Je pense que aujourd'hui, on n'a plus de preuves à apporter après la situation sanitaire telle que nous l'avons vécue. Notre projet propose d'abord des circuits courts et des circuits intégrés en essayant d'abord de revitaliser l'agriculture familiale parce que ces pratiques ne sont pas retransmises et comme elles ne sont pas retransmises, elles ont tendance à se perdre. Or, aujourd'hui, quand on est dans une île, si nous sommes sur la Grande Terre, on n'est pas à Lifou. Et même quand on est à Lifou, on n'est pas amarré. Et même si on est amarré, on n'est pas à Ouvéa. Donc, l'insularité
nous oblige à repenser nos rapports à l'environnement. Et donc la petite agriculture s'est révélée pour nous comme être un des moyens pour déjà redonner une activité physique, un mouvement aux populations qui sont de plus en plus sédentaires. Alors on sait qu'aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie s'est donné des objectifs en termes d'autosuffisance alimentaire. Est-ce que l'agriculture familiale peut y répondre ou est-ce que l'agriculture intensive, entre guillemets, aura toujours sa place dans le modèle? Il n'est pas question d'opposer la petite agriculture à l'agriculture intensive. Non, pas du tout. L'agriculture intensive est une forme de spécialisation, mais qui doit s'adapter à l'environnement. Mais la petite agriculture, ce que nous sommes en train de promouvoir dans notre projet, c'est l'investissement individuel, qui ne demande pas beaucoup d'efforts. Et on passe souvent à côté. Le fait de marcher, d'éviter la sédentarité, de produire soi-même. Je vous donne un exemple. Les enfants, c'est l'avenir. Si on veut changer les mentalités aujourd'hui, elles doivent commencer à l'école. Et à l'école, plus de 50% des repas pris par des enfants en une journée, ça se prend au niveau de la cantine. Donc ça, c'est un levier important. Si les cantines pouvaient ensuite s'arrimer, avoir une production agricole de proximité, quel bonheur pour les enfants. Les enfants travailleraient hors des salles de classe, mais en même temps seraient producteurs de ce qu'ils vont consommer. Il y a d'ailleurs des exemples au Vanuatu, au Fidji, que l'on aimerait également transposer, voire appliquer en Calédonie et vice-versa. Alors justement, vous croisez vos expériences. Est-ce que les problématiques sont les mêmes au Vanuatu, en Nouvelle-Calédonie, à Fidji? D'abord, dans un environnement insulaire, les problématiques sont les mêmes. On a une grosse capitale qui écrase le reste et donc la population calédonienne est pour plus de 60% concentrée à Nouméa. Il faut bien nourrir ces gens. Et le Grand Nouméa, avec les communes de Dumbéa, Païta, Mont-d'Or, rassemble pratiquement 70% de la population. Mais quand on part de Tontouta à Nouméa, on voit bien tous ces espaces qui peuvent être dévolus à la production agricole de proximité. D'ailleurs, nous avons un partenariat avec Partage en Herbe pour proposer des aménagements agricoles de petite taille sur des terrasses, sur les espaces inconstructibles. Donc, il faut que les gens puissent s'approvisionner. Et aujourd'hui, de plus en plus, les gens récoltent quelques tomates sur leur balcon. Et avec moins de 15 habitants au kilomètre carré sur l'ensemble de l'archipel, nous avons de l'espace pour tout le monde. Alors Jean-Marie Fautzing, vous avez organisé notamment une table ronde à l'université intitulée Jardiner et manger, quels enjeux pour ma santé, ma famille, mon île et ma planète. Donc finalement, c'est beaucoup d'enjeux sur ces questions-là. Vous avez réussi à traiter toutes ces questions durant la table ronde? La mission de la table ronde, c'était de sortir les questions scientifiques du monde très strict et universitaire. La question de l'agriculture familiale que nous traitons, c'est une question qui interpelle tout citoyen. Et donc, nous avons, dans le cadre du mois Fala en Nouvelle-Calédonie, fait un tour des provinces. La province des îles, Loyauté, la province nord, nous sommes en province sud, dont on la parcourt tout le temps, les partenaires et les acteurs sont connus. Et nous avons voulu donner la parole aux acteurs pour qu'ils s'expriment sur ces questions en dehors de tout formalisme scientifique. Donc autour de la table, on avait des agriculteurs, on avait des coutumiers parce que la question foncière s'y pose, on avait également la direction de la formation professionnelle, le continu, etc. Parce qu'il faut aussi former des gens à la petite agriculture, mais en dehors des cadres très formels de l'éducation qui aujourd'hui exigent d'avoir un niveau relativement important avant de se spécialiser dans la production agricole. Alors que par la pratique, on peut redonner envie à ceux qui ont l'envie de produire. Et surtout quand on sait qu'en Calédonie, les précipitations, le climat est favorable, on voit très bien que les gens disent tout pousse. Mais non, l'eau est disponible. Et quand l'eau est disponible,
On est en milieu tropical chaud et humide. La végétation pousse et partant, donc, la production agricole. On évite la sédentarité parce que le mode de vie est de plus en plus sédentaire. Et on a tendance à importer alors qu'on pourrait produire sur place. Et quand on regarde ce qui est produit et qui passe dans les circuits d'échange entre les familles, on se rend compte qu'il y a effectivement une action à relancer, à revitaliser pour généraliser cette pratique qui a tendance à disparaître. Alors, quelles sont les disciplines scientifiques universitaires qui sont traitées et qui sont mêlées dans ce projet FALA? D'abord, c'est un projet pluridisciplinaire, c'est-à-dire avec deux entrées scientifiques sur des termes qui parlent à tout le monde. La première entrée, c'est l'agriculture, mais qui va du champ au marché. Vous voyez, quand on part du champ, on a d'abord les pédologues qui doivent connaître le comportement des sols, les hydrologues, les agronomes, les spécialistes de la production agricole. Le marché, c'est un lieu d'échange, donc le projet implique à la fois agronomes, géographes, scientifiques, mais il y a aussi la question de l'aménagement du territoire. La deuxième entrée, c'est l'alimentation, le mode de vie. Et là, c'est un atelier, un work package présidé par mon collègue Olivier Galli, qui est spécialiste des activités physiques et sportives. Vous voyez, donc c'est un projet pluridisciplinaire qui associe des chercheurs venant d'horizons divers, sans compter ceux qui travaillent sur la fouille des données, puisque en milieu urbain, on s'intéresse aussi à l'aménagement urbain et l'agriculture se fait à la fois dans les squats, mais aussi en dehors. Tout ce qui est vert héberge à des proportions variables des parcelles de culture. Donc il faut qu'on sache où elles sont, la qualité des sols, pour ensuite promouvoir une répartition pour une mise en valeur optimale. Donc ça va jusqu'à également la maîtrise des différentes données, des data, comme on dit aujourd'hui? Mais oui, ça va jusqu'aux data parce qu'aujourd'hui, je suis moi-même spécialiste de la télédétection et des systèmes d'information géographique. On connaît l'ampleur des données et le volume trop important de données. Donc, par les biais de nos collègues de l'intelligence artificielle et de l'informatique, on met en place des méthodologies pour l'extraction quasi automatique et l'identification des espaces cultivables dans les milieux urbains. Parce que la question se pose différemment de la ville, du milieu rural. En milieu rural, les gens sont déjà dans ce circuit, mais ils sont souvent délaissés. Et le surplus de la production n'est pas transféré en ville. Alors qu'en ville, le problème prend une autre dimension. Les gens n'ont déjà pas ce réflexe de cultiver chez eux. Et quand on regarde ce qui se passe, si on prend le périmètre de nos villes que nous avons sur les images satellites, on voit l'explosion des parcelles agricoles parce que les gens occupent ces espaces d'abord dans l'optique de produire et d'être autosuffisants. Il y a là un élément que le gouvernement devrait regarder avec beaucoup plus d'attention. Alors, les chercheurs travaillent chacun de leur côté dans leur discipline et ensuite vous mettez tout ça en commun. Vous allez vous rencontrer plusieurs fois avant des conclusions qui sont prévues pour 2025. C'est ça le planning? Oui, la recherche a comme inconvénient d'être une activité un peu solitaire. Ça, c'est son côté spécialisation. Mais les programmes comme le programme FALA, compte tenu de sa transversalité, met en contact les chercheurs puisqu'il est fondé sur les déplacements. Outre les déplacements, il y a 10 événements scientifiques sur toute la période de 4 ans. Je précise que le projet a été lancé en novembre 2020 et il a redémarré avec l'ouverture des frontières donc en 2022, en mars 2022. Et donc, les séminaires permettent aux chercheurs de croiser les résultats de leurs expérimentations et des explorations qu'ils ont faites sur le terrain pendant les périodes où ils travaillent sur le terrain. Par exemple, le séminaire de Nouméa a permis de croiser
les méthodes développées par les chercheurs qui relèvent du volet agriculture et ceux qui relèvent du volet alimentation, activité physique. Donc on a mis au point des questionnaires qui ensuite vont être déployés sur les différents territoires et faciliter la comparaison. L'idée étant de transférer et échanger les connaissances pour que la science puisse progresser et que les politiques s'en inspirent pour éventuellement l'aménagement du territoire et surtout la sécurité alimentaire. C'est ça l'objectif, c'est que les pouvoirs publics s'emparent du dossier grâce à vos recherches? Ah oui, bien évidemment, la recherche, une fois qu'elle donne les orientations, parce que la recherche doit contribuer à accompagner les processus décisionnels. Si je reprends, c'est pas mon dada, mais je préfère prendre toujours l'exemple des squats. On voit bien que les squats, c'est une forme d'urbanité à l'océanienne. Mais les gens qui vivent dans les squats sont autosuffisants. Quand on parcourt les squats, on voit bien la diversité de la production agricole et on a déjà là un pas vers la sécurité alimentaire parce qu'on est en milieu urbain. En milieu rural, la question se pose moins, c'est plutôt celle du gaspillage, mais c'est du gaspillage involontaire. Donc il faudrait également que les pouvoirs publics organisent les circuits de distribution. On a vu des agriculteurs en tribu qui nous ont dit, voilà, on arrive à produire, mais nos productions pourrissent sur place. Avec par moment des phénomènes de surproduction aussi à certaines périodes de l'année où on n'arrive pas à écouler toute la marchandise. Parce qu'on voilà, mais n'appelons pas ça surproduction parce que nous mettons le curseur là où il ne faut pas. C'est plutôt la maturité des produits de consommation. Dès que les produits sont à maturité, ils doivent être acheminés. J'ai pris l'exemple des cantines tout à l'heure. On pourrait les approvisionner sans donner le monopole à quelques producteurs par une collecte bien organisée qui permettrait que la production, une fois à maturité, soit acheminée vers des petits points de collecte pour que ensuite on les amène vers les lieux de consommation. Merci beaucoup Jean-Marie Fauting. On va donc suivre la suite de vos travaux. 2025 pour les conclusions? Oui, les conclusions, c'est 2025. Donc, pour 2023, c'est une année très chargée. On a commencé à Nouméa avec le 4e séminaire. Nous avons une première conférence qui se fera au Vanuatu au mois de juin. Entre-temps, on a l'évaluation à mi-parcours de l'Europe qui doit nous questionner sur l'évolution du programme. Et en fin d'année, nous avons le séminaire en Australie chez nos collègues et partenaires de Sydney. Puis 2024, on a une activité moins intense. Et puis 2025, je pense qu'on se retrouvera pour la restitution finale. Mais d'ici là, la parole que nous avons donnée aux acteurs, on va également s'efforcer de les accompagner davantage sur le terrain puisque les enquêtes vont se poursuivre par les nombreuses équipes et puis on espère que des thèses de doctorat qui sont engagées dans le cadre du projet seront soutenues d'ici là. Eh bien, en tout cas, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Jean-Marie Fauting d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie de nous donner la parole pour nous exprimer sur un projet aussi important et qui touche les populations à tous les niveaux. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes professeur des universités et donc coordinateur scientifique de ce projet FALA.